Regardez un pays de plus de 1 milliard et à peu près 1 milliard et demi. Toi, tu nais là-bas, tu vas à l'école, tu attends que le gouvernement t'emploie. Mais attendez, imagine. Donc, c'est pourquoi les Chinois, dès là, à partir de 10 ans même, les gars, ils ne pensent même pas qu'on va l'employer. C'est pourquoi, arrivé en Chine, il n'y a pas de conférence ou de formation pour inciter la jeunesse à entreprendre. Ils vont se moquer de toi. Les jeunes même vont dire, mais ils ne vont jamais payer. Et je vous informe même que d'ici 3, 4, 5 ans, quand tu organises une formation sur comment entreprendre, c'est la jeunesse africaine même qui va t'insulter. Parce que l'entrepreneuriat va devenir naturel. Si tu pars en Chine pour parler sur les médias qu'il faut qu'on entreprenne, mais les jeunes Chinois vont dire que lui, là, c'est qui? Nous, on veut pas c'est ça. On veut que tu nous dises où trouver des clients, comment externaliser mon entreprise, comment externaliser mon usine. Voici le débat en Chine. Ce n'est plus encourager les Chinois à entreprendre. Mais avec le temps, la famine, ça s'en vient. Et grâce à coronavirus, il y a pas mal d'entreprises également qui ont fermé. Vous savez, tous les jeunes Africains vont entreprendre de gré ou de force. Donc, c'est pourquoi, et je vais profiter de dire à tous ceux qui peuvent prendre position, le plus tôt que possible, qu'ils prennent. Sinon, bientôt, les ministères même de la jeunesse et de l'emploi, tout ça va disparaître. Hein, parce que ça ne va même plus avoir son sens. Qui a le temps même de t'encourager pour que si tu ne vas pas entreprendre, tu crois, tu laisses et on va voir ce qui va t'arriver. Donc, ce sont des choses naturelles et la jeunesse est en train de bosser là-dessus. Mais c'est des chapitres vraiment que nous-mêmes, les coachs, on va changer de fusil d'épaule. Bientôt, nous, on va parler de comment aller en Mars, comment intégrer SpaceX, comment dépenser ses milliards, comment investir son argent, comment choisir son avion. Ce sera des thèmes vraiment de formation. Mais moi, vous pensez que le coach Simon, d'ici 2025, moi, je vais encore m'adresser à la jeunesse africaine de qu'ils n'ont qu'à entreprendre. Moi, je n'ai pas ce temps. On a voté un temps pour les dire, mais avec le temps même, c'est la pauvreté qui va les former à ma place. donc, je crois que pour le moment, les mieux avisés ont commencé à entreprendre avant qu'il soit tard. Ouais. Avec un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos partages et vos likes. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et un plaisir de recevoir, je peux dire, mentor, modèle, grand coach Simon Ouedraogo, qu'on ne présente plus sur la toile. Donc tout le monde peut, je peux dire, le connaît aujourd'hui, avec qui on va faire cette petite entretien, discuter un peu sur l'entrepreneuriat, parce qu'on ne peut pas avoir le grand coach au Sénégal sans permettre nos chers internautes de discuter avec la magie d'Internet aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas ici, vous aurez l'occasion de discuter avec grand coach Simon Ouedraogo aujourd'hui. Donc si c'est la première fois aussi que vous tombez sur nos vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, on parle de business, on parle d'investissement, on parle de l'entrepreneuriat, mais surtout on parle de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, toutes ces thématiques que je viens de citer, je peux même dire que notre mentor ou bien notre référence dans ce domaine est avec nous aujourd'hui, qui est le grand coach Simon Ouedraogo. Donc avant d'attaquer le sujet, de discuter sur les thématiques qu'on va partager avec le grand coach, je vais donner le grand coach de se présenter parce que je pense que tout le monde le connaît, mais s'il y a peut-être une ou deux personnes qui vont tomber sur la vidéo pour la première fois, donc coach, merci beaucoup d'accepter de faire cette petite interview avec nous. Vraiment, ça nous va droit au cœur parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous êtes là, mais moi, je fais partie des fans numéro 1 de coach Simon Ouedraogo. Donc, je vous donne, voilà, vous présenter rapidement avec nos internautes. Ok, bonjour et bonjour à toute la jeunesse entrepreneuriale d'Afrique. Bonjour à Cheikh et bonjour à vous tous. Moi, c'est Simon Ouedraogo, connu sur coach Simon Ouedraogo. Je suis coach en développement personnel et surtout dans le domaine de la métaphysique.
Merci. Merci beaucoup. Donc, grand coach, vous êtes au Sénégal aujourd'hui pour le Coach Sumo World Tour. Donc, vous avez fait beaucoup de pays. Donc, aujourd'hui, comment ça se prépare, l'événement que vous comptez vraiment organiser ici au Sénégal? Qu'est-ce que les Sénégalais, les Africains peuvent attendre sur cet événement? Et c'est quoi l'objectif de cette tournée? Ok, donc déjà, merci. Donc, tout est bien. Et je suis content de mentionner vraiment qu'on a un comité d'organisation très, très, très bien instruit, très bien engagé. Et d'ailleurs, qui sont tous des entrepreneurs. Vous voyez que quand des entrepreneurs se mettent ensemble pour organiser une formation sur l'entrepreneuriat, déjà, ils sont imprégnés du sujet, ils savent de quoi il s'agit et tout. Donc, du coup, je profite vraiment saluer ce comité d'organisation à sa tête, M. Albert Degrasse, et qui est entouré également de jeunes entrepreneurs dynamiques ici au Sénégal et partout en Afrique. Donc, ce qu'ils peuvent s'entendre vraiment, c'est venir apporter un plus à ce qui est déjà là, parce qu'en entrepreneuriat ou en développement personnel, quand il y a plusieurs personnes, il y a d'autres qu'il faut initier et la majorité, c'est une suite logique. Donc, on a affaire à un public déjà très, très informé et avancé sur les questions, je dirais, du 21e siècle. Donc, nous, on vient permettre vraiment à chacun d'avoir des stratégies, des informations et surtout de l'inspiration pour aller encore plus de l'avant et faire mieux. Donc, et c'est pourquoi, si j'ai voulu bien vraiment échanger avec vous, c'est vraiment la vision d'Afrique, parce que l'entreprise s'appelle Vision d'Afrique et la vision et le parcours est vraiment très, très important et je salue ça. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup de pays, que ce soit Dubaï, Istanbul, Douala, surtout en Afrique. Est-ce que les retours sont vraiment positifs? Est-ce que les retours sont positifs à ce terme? Oui, là, je rends grâce à l'univers et j'ai dit merci beaucoup aux étudiants du succès, parce que peu importe ce qu'on dit et peu importe également la qualité des graines, si le sol qui reçoit les semences n'est pas un sol fertile, tu vas beau sélectionner les meilleures graines, mais si le sol n'est pas vraiment fertile, ça ne va pas donner. Donc le sol ici, c'est l'esprit ou le moins le cerveau de tous ceux qui nous écoutent. Si la personne n'est pas prête à avancer, si la personne n'est pas prête à changer sa vie, ça n'allait rien donner. Et je suis content de savoir qu'on a affaire à une jeunesse, que ce soit africaine et internationale, prêt vraiment à changer le cours de leur destin. Donc c'est pour dire que de par même les vidéos, il y a beaucoup qui ont entrepris, de par nos messages sur Facebook et surtout sur ma chaîne YouTube Costimo Ouedraogo, et sur également pas mal de plateaux télé, radio, il y a des millions, je dirais ainsi, de jeunes qui ont commencé à entreprendre de part en écoutant seulement des vidéos. Donc du coup, lorsque j'ai l'opportunité ou la chance de me déplacer physiquement, ça donne des résultats encore plus faramineux. Donc ici, le retour est 100% positif. Avant même, souvent quand on se déplace, on voit des gens qui disent que leur vie a déjà changé alors qu'ils n'ont pas encore participé à des conférences ou séminaires. Donc si vous faites la règle de 3, quelqu'un qui n'a pas encore participé à une conférence physique ou séminaire et qui à travers des vidéos a déjà entrepris et gagne sa vie, imaginez vous-même maintenant si la personne sort d'une conférence de quelques heures ou quelques jours avec moi, je crois que ça donne encore d'autres choses. Et toutes les fois qu'on a eu la chance de parler aux gens physiquement, ça a donné des résultats vraiment très, très, très faramineux. D'accord, vraiment, c'est pas parce que vous êtes là, moi je peux le confirmer. Et quand vous parlez d'auto-éducation, moi c'est ça qui m'a boosté, poussé à continuer à chercher à apprendre. Donc peut-être il y a des gens qui nous regardent et qui ne savent pas la définition ou ce que vous voulez inciter les gens sur le mot auto-éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si c'est en une minute, l'auto-éducation et l'importance de l'auto-éducation? Je crois que vous-même, vous, Cheikh, j'ai bien écouté votre histoire. Vous êtes, je dirais, le symbole de ce que c'est que l'auto-éducation. Ben, l'auto-éducation ici, c'est tout ce que tu dois apprendre et mettre en application qui n'existe pas généralement dans les cursus scolaires. Donc l'auto-éducation, comme vous pouvez entendre dans le mot auto, ça veut dire toi-même, éducation, ça veut dire forme-toi toi-même. La majorité des choses que nous faisons dans la vie et qui nous apportent beaucoup de choses, ou du moins ce qui nous maintient en vie,
nous l'avons appris nous-mêmes. Par exemple, à manger. Est-ce qu'il y a une école qui dit, bon, la scolarité fait 1 million ou 100 000 l'année, vous venez, on vous apprend à manger. Non, chacun a appris à mastiquer, à manger lui-même. Et si on va même au-delà, la procréation et le mariage, on fait des enfants. Mais est-ce que vous avez une école qui dit, bon, voici comment on va vous montrer comment les choses se passent? Non. Tout ça, ça fait partie de l'auto-éducation. L'auto-éducation, c'est quelque chose que toi, tu as appris toi-même. Tu as perfectionné toi-même. Et c'est, je dirais, la seule forme d'éducation qui permet à l'homme de s'auto-réaliser. Et si je vais faire une pause sur ton histoire, quand tu m'as raconté, je profite vraiment de te dire chapeau. Voici un monsieur qui a appris à lire à l'âge de 15 ans. Imaginez-vous qu'à 15 ans, s'il ne sait pas lire et écrire, et qu'à 15 ans, tu commences à t'auto-éduquer, à payer des gens pour qu'on t'apprenne à lire l'ABCD. Et par la suite, à partir de 17-18 ans, tu sais lire et écrire. Et tu vas aller encore plus loin pour rentrer dans le secteur formel, c'est-à-dire créer des entreprises de façon normale et avoir un staff composé de secrétariat et tout, comme tout le monde. Donc, je crois que c'est le fruit de l'auto-éducation. Et si je profite même de dire, voilà, quelqu'un qui a appris à écrire à l'âge de 15 ans et qui va venir pouvoir écrire son propre livre et regarder devant moi tous ces livres que vous voyez, tous ces grands livres, il lit, M. Cheikh le lit. Là, je profite de te féliciter avec toute ton entreprise Vision d'Afrique. Et c'est ce que je veux vraiment pour toute la jeunesse. Et à tous les diplômés également d'Afrique, que ce soit licence, master, tout ce que je vais vous demander encore, c'est de revenir encore accepter, vous entourer des grands livres comme ce qui est devant nous. Vous voyez, ça, c'est des gars qui ont écrit. Vous lisez, vous allez avoir des phrases qui vont vous permettre de mettre en application. Et si on fait la règle de 3 encore, quand je faisais ma vente ambulante et tout, parce que j'avais fait le bac, j'ai été dans des universités, ça ne pouvait pas me permettre d'avoir ce que je voulais, mais j'ai quitté et j'ai commencé à faire la vente ambulante. Et quand je partais dans les grands marchés au pays, au Burkina, je voyais des commerçants très riches qui avaient des grosses voitures. Moi, j'aimais les dire que je vais les employer. Et il rit. Il dit, comment ça? Et quand il payait mes produits pour m'encourager, j'aimais les dire que je ne fais pas pitié. Tu payes mes produits, mais il y a d'autres qui disent que bon, on va payer pour t'encourager. Moi, je voyais que le monsieur avec sa grosse caisse me faisait pitié, malgré le fait que je marchais. Parce que je les ai dit, moi, je sais lire et écrire. Je suis allé jusqu'au bac. Je peux écrire un test. Mais toi, si tu n'apprends pas à lire et à écrire, avec l'argent que tu as, dans 10-20 ans, moi, je vais t'employer. C'est ce que j'aimais les dire. Et j'aimais les dire également qu'ils sont vraiment entre l'échec et le succès. Parce que dès lors que tu peux compter 10-20 millions, tout ce qui te reste, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et écrire des livres. Donc, ici, je profite de dire aux diplômés que si quelqu'un qui a appris à lire à l'âge de 15 ans arrive à écrire un livre, fonder une entreprise avec plus de... Moi, j'aime pas le mot employé. Et je suis venu trouver que tu as plus de 10 associés qui travaillent avec toi. C'est quelque chose à saluer. Ça veut dire qu'à partir de ta licence ou ton master, tu peux faire 3 fois mieux. Parce que ce n'est pas normal qu'en Afrique, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire soit plus riche que quelqu'un qui sait lire et écrire. Ça veut dire que celui qui sait lire et écrire, peut-être qu'il est orgueilleux, peut-être qu'il est têtu, peut-être qu'il ne veut pas vraiment accepter la vérité. Sinon, moi je disais à tous les riches qui ne savaient pas lire et écrire dans mon pays, que dans 10 ans, moi je serai plus riche que eux. Je les disais ça. Dès lors que tu sais lire et écrire, mais normalement, qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux participer à des conférences partout, tu voyages partout, tu payes tous les livres, tu lis. Donc, tu peux pas ne pas être plus riche que celui-là même qui ne sait pas lire et écrire, qui commande ses marchandises et qui vend. Donc, vous l'avez fait. Après avoir su comment lire et écrire, vous avez pu vraiment travailler. Aujourd'hui, vous trouvez, j'ai vu un très joli ordinateur sur votre bureau et tout. Mais vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui comptent des millions, je dirais même des milliards, mais ils ne peuvent même pas utiliser un ordinateur. Ils n'ont même pas d'email. Là, je profite de dire que ce n'est pas bien. Il faut apprendre. Et à tous les diplômés également, vous voyez un exemple de, comme je disais, que l'école s'arrête en classe de CM2, savoir bien lire et écrire, et tu peux tout faire. Donc, ne dormez pas sous vos lauriers, ne vous contentez pas de votre parcours, revenez encore apprendre, et vous allez peut-être être encore plus avancé que celui-là même qui vient d'apprendre à lire et à écrire un peu tard.
Donc, je demande à tous ces... Parce qu'un chômeur, c'est un frère, quelqu'un qui travaille, qui va très loin à l'école et qui galère, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Donc, je demande à tous ces gens-là de reconvertir les savoirs et les savoirs lire et écrire en des best-sellers, en trading, en holding, et vous allez voir que ça va marcher. Donc, félicitations à vous, M. Cheikh, pour ce parcours vraiment brillant. Et je veux vraiment que la jeunesse s'inspire de ce que tu as pu faire. C'est très, très intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Et ça me va. Moi, je peux dire que vous faites partie de mes modèles, les gens qui m'inspirent. Et comme je l'ai dit, je ne rate jamais une vidéo de Coach Simon. Donc, vraiment, je me retrouve à 1000% de toutes ces choses-là. Oui. Donc, pour ceux qui nous suivent, donc, je pense que le temps, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. Mais comme vous l'avez un peu souligné, pour aider certaines personnes à mieux comprendre. Moi, je dis souvent, je ne peux pas blâmer mon petit frère qui ne veut pas faire. Peut-être qu'il ne comprend toujours pas. Et quand vous dites un numéro utile, vaut mieux qu'un master 2. Quelqu'un qui a son master, qui n'a pas de travail, qui est frustré, quand il entend ça, il peut faire une affaire personnelle. J'avais entendu parler une fois de ça, et moi, je pense que je ferai. Si vous pouvez aider quelqu'un à mieux comprendre ça, parce que moi, je peux confirmer. Pourquoi? Parce qu'il y a des numéros qui m'ont permis d'avoir quelque chose aujourd'hui que des gens qui ont leur master, je n'ai pas l'intention de dénigrer leur master, mais leur master ne leur pas encore permet d'avoir. Exemple, je peux dire le numéro d'Albert que j'ai aujourd'hui m'a permis de vous rencontrer. Autre chose. Donc peut-être si vous-même expliquez un peu. Non, je disais qu'une phrase n'a de sens que dans un contexte, parce que cette phrase est sortie de ma bouche pendant c'est une entreprise de marketing de réseau qui m'avait invité pour une session de lancement de leurs nouveaux produits. Et c'est là que je m'adressais à des réseauteurs, parce qu'ils sont tous des marketeurs de réseau. Et je les ai dit qu'aujourd'hui, un numéro utile peut vaut mieux, et j'ai même mis le mot utile, qu'un master 2. Parce que là, c'était un message direct à des gens qui sont dans le réseau. Et là, beaucoup m'ont écrit pour dire que ça va même au-delà même d'être dans le marketing de réseau. D'autres m'ont dit que le travail même que lui, il a décroché, c'est grâce à un numéro. D'autres m'ont dit qu'il voyage à cause d'un numéro. Donc, ils ont commencé à confirmer. Et là aussi, je ne l'ai pas dit dans le but de frustrer quelqu'un qui a un master. Je ne l'ai pas dit dans le but de frustrer qui que ce soit. C'était dans un contexte déterminé. Et les fans m'ont dit qu'on n'a qu'à sortir même du contexte du marketing des réseaux. Et d'ailleurs, comment tu as eu ta femme, peut-être souvent c'est grâce à un numéro, jusqu'à ce que tu puisses fonder même une famille. Et je ne sais pas qu'est-ce qui te fait plus, t'apporte plus de la joie que tes enfants. Mais imaginez si tu n'avais même pas eu le numéro de ta femme. Ce n'était pas comme au moment de grand-papa où c'est des mariages arrangés. Aujourd'hui, si une fille que tu aimes vraiment accepte de donner son numéro, je crois que ça peut être le début de la fondation d'une famille. Exactement. Et dans ça même, tu auras des enfants. Donc, c'est pour dire qu'à chacun d'apprécier ça comme il voit, mais ce n'était pas dans un but de frustrer qui que ce soit, parce que chez nous, en développement personnel, on n'a pas cet intérêt, en fait. Donc, c'est pour dire à tout le monde que si tu n'as pas de contact utile, et d'ailleurs, on est au Sénégal, est-ce que vous avez le numéro du président de la République? Non. Ah, si vous aviez le numéro et que vous pouviez l'appeler tout de suite, on allait aller le rencontrer. Exactement. Donc, si vous pensez qu'un numéro utile n'est pas vraiment, je dirais, très, très capital, est-ce que vous avez le numéro du président? Est-ce que vous avez le numéro du ministre de la fonction publique? Est-ce que vous avez le numéro du président de la BCAO? Ah là, les numéros utiles, il faut aller très loin pour les avoir. Donc, si je comprends bien, vraiment, ces phrases méritent vraiment une compréhension. Comment vous voyez, coach, l'entrepreneuriat en Afrique d'une manière générale? Vous faites le tour. Est-ce que c'est promettant? Est-ce que tu penses que vraiment cette jeunesse que vous rencontrez de partout en Afrique vous donne encore l'espoir de dire que le travail que je suis en train de faire vraiment, quand vous êtes seul, tu dis que merci, je suis très content de faire ce travail parce que demain ou après-demain, il y aura un autre relais. Ok, mais si là, l'entrepreneuriat en Afrique, je vois que c'est toute une phase embryonnaire. Et d'ailleurs, que le coach Simon ait parlé ou pas,
l'entrepreneuriat allait devenir une obligation avec le temps. Parce que nous sortons d'une flatterie qui a duré quand même 60 à 70 ans. Nous sortons, et il y a un cycle. Quand vous prenez les siècles, par exemple, on parle de demi-siècle, les siècles, 25 ans, c'est une génération, et un demi-siècle, c'est 5 ans, 50 ans. On a dit que you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Tu peux mentir aux gens parfois, mais pas tout le temps. On ne peut pas garder quelque chose qui ne marche pas pendant 50 ans. Donc, il y a très longtemps, on nous avait introduit dans une éducation de va à l'école, gagne un diplôme et va chercher du travail. Aujourd'hui, entreprendre devient naturel comme aller chercher du travail parce que ils sont nombreux les diplômés qui n'ont pas de travail. Donc, l'entrepreneuriat en Afrique, ça va devenir une obligation comme aux États-Unis. Les Américains aussi ont commencé avec la génération des baby boomers. L'État s'occupait très bien d'eux parce que c'était une génération de baby boom. Mais à un certain moment, on les a dit d'aller se débrouiller parce qu'on n'en peut plus. Et dans tous les pays, que ce soit le Japon, la Chine, par exemple, aujourd'hui, tu nais en Chine et que tu veux que l'État t'emploie. Vous pensez que les Chinois sont créateurs, ils inventent tout parce qu'ils ont envie d'inventer? Non, les Chinois ne sont pas aussi plus intelligents que nous. Et André Gide a dit que l'art naît dans la contrainte. C'est dans la contrainte que, vous voyez, nous sommes dans une salle un peu hermétiquement fermée. Mais vous savez qu'on peut tous sortir par cette porte. Pourquoi? Si ça chauffe ici, on devient tous des artistes. En tout cas, on va trouver un moyen pour sortir. Regardez un pays de plus de 1 milliard et à peu près 1 milliard et demi. Toi, tu nais là-bas, tu vas à l'école, tu attends que le gouvernement t'emploie. Mais attendez, imagine. Donc, c'est pourquoi les Chinois, dès l'âge à partir de 10 ans, même les gars, ils ne pensent même pas qu'on va l'employer. C'est pourquoi, arrivé en Chine, il n'y a pas de conférence ou de formation pour inciter la jeunesse à entreprendre. Ils vont se moquer de toi. Les jeunes même vont dire, mais ils ne vont jamais payer. Et je vous informe même que d'ici 3, 4, 5 ans, quand tu organises une formation sur comment entreprendre, c'est la jeunesse africaine même qui va t'insulter. Parce que l'entrepreneuriat va devenir naturel. Si tu pars en Chine pour parler sur les médias qu'il faut qu'on entreprenne, mais les jeunes Chinois vont dire que lui, là, c'est qui? Nous, on ne veut pas c'est ça. On veut que tu nous dises où trouver des clients, comment externaliser mon entreprise, comment externaliser mon usine. Voici le débat en Chine. Ce n'est plus encourager les Chinois à entreprendre. Mais avec le temps, la famine, ça s'en vient. Et grâce à coronavirus, il y a pas mal d'entreprises également qui ont fermé. Vous savez, tous les jeunes Africains vont entreprendre de gré ou de force. Donc, c'est pourquoi, et je vais profiter de dire à tous ceux qui peuvent prendre position, le plus tôt que possible, qu'ils prennent. Sinon, bientôt, les ministères même de la jeunesse et de l'emploi, tout ça va disparaître. Hein, parce que ça ne va même plus avoir son sens. Qui a le temps même de t'encourager pour que si tu ne vas pas entreprendre, tu crois, tu laisses et on va voir ce qui va t'arriver. Donc, ce sont des choses naturelles et la jeunesse est en train de bosser là-dessus. Mais c'est des chapitres vraiment que nous-mêmes, les coachs, on va changer de fusil d'épaule. Bientôt, nous, on va parler de comment aller en Mars, comment intégrer SpaceX, comment dépenser ses milliards, comment investir son argent, comment choisir son avion. Ce sera des thèmes vraiment de formation. Mais moi, vous pensez que le coach sur moi, d'ici 2025, moi, je vais encore m'adresser à la jeunesse africaine de qu'ils n'ont qu'à entreprendre. Moi, je n'ai pas ce temps. On a voté un temps pour les dire, mais avec le temps, même, c'est la pauvreté qui va les former à ma place. Donc, je crois que pour le moment, les mieux avisés ont commencé à entreprendre avant qu'il soit tard. Donc, je pense qu'ils ont bien entendu ce message, hein, très fort, parce que ce n'est plus Coach Simon dans 2025 qui va continuer à vous dire d'entreprendre, mais c'est la pauvreté. Donc, vraiment, mieux vaut entreprendre. Donc, Coach, on va venir maintenant au 21e siècle. Quand on parle de 21e siècle, la nouvelle technologie, on ne peut pas avoir Coach Simon sans parler de la crypto-monnaie, de marché financier, la bourse, etc. Donc, on apprend, mais comme je dis, je suis tout le temps Coach Simon. Une interview que vous avez faite pour dire que ceux qui ne connaissent pas ou bien ceux qui ne s'informent pas sur la crypto-monnaie risquent de se suicider comme ce qui s'est passé en 1925 aux États-Unis. 1929 aux États-Unis. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez dire et inciter les gens aussi parce que quand vous parlez vraiment, les gens vous écoutent
sur la crypto-monnaie et l'importance aussi de ces nouvelles métiers. Ok, donc moi j'aime comparer la crypto-monnaie à Internet, j'aime comparer la crypto-monnaie à WhatsApp, j'aime comparer la crypto-monnaie à Facebook. Et on a dit que toute nouvelle invention ou révolution rencontre trois choses. Numéro un, et la ridiculisation, c'est-à-dire quand quelqu'un est nouveau, on va d'abord avoir une vague de personnes qui vont ridiculiser, ils vont se moquer. Nous tous, on s'est moqué de Facebook, on s'est moqué de WhatsApp ici, on s'est moqué même des mobile money. Quand on met l'argent dans un téléphone, bon, nous on riait, bon, on n'était pas aussi, les mobile money, ça ne vaut pas 20 ans en Afrique, hein, en moins de 5 ans, tout le monde, ou 10 ans. Mais il y a des commerçants qui juraient qu'ils ne mettront jamais leur argent dans le téléphone, que c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui mettent devant leur boutique là. Tous les mobile money sont acceptés ici. Au lieu de citer, ils mettent tout est accepté ici. Pourquoi il fait ça? Si les garçons, il ne faut pas qu'il va faire. Et c'est la même chose aussi que Internet. Au début, quand Internet venait, les gens ont critiqué que c'est des sites de les gens se prostituent. Mais aujourd'hui, quelle entreprise n'installe pas de Wi-Fi? Donc, on va d'abord ridiculiser l'invention. Ensuite, on va la dramatiser. On va dire que c'est dangereux. Quand ils vont échouer à ridiculiser, et que celui qui ridiculise même devient le ridicule, voilà qu'il va dire que c'est dangereux, que c'est très dangereux, que c'est pas parce que ça va envoyer des guerres, que ça sert à financer des terrorismes, alors que le terrorisme existait même avant Satoshi Nakamoto, parce que lui c'est... On parle de Bitcoin, c'est 2009, non? Oui, 2009. Mais le plus grand attentat terroriste, c'était en 2001, non? Ouais. Ok, donc quand des gens qui ne veulent pas travailler, les cerveaux disent que les Bitcoins, c'est pour financer le terrorisme, c'est comme si le terrorisme n'existait pas avant le Bitcoin. Tout ça, c'est des paresseux mentaux qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas faire des recherches. Donc, ils vont d'abord dire que c'est dangereux, que ça permet de faire ça, que quelqu'un a été arnaqué. Mais est-ce que les arnaques, là, ça existait bien avant la technologie de la blockchain? Exactement. C'est pas Satoshi qui a inventé le mot arnaquer. Non. Donc, du coup, quand ils vont échouer maintenant dans le côté dangereux, ils vont maintenant rentrer dans la troisième et la dernière phase qui est l'évidence. Ils vont commencer à dire, ah, on dirait que c'est vrai. On dirait que ça, là, on ne peut plus. Donc, la technologie de la blockchain mixée à la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, j'aime dire que c'est une particule de la technologie de la blockchain. Moi, j'aime beaucoup plus la blockchain que la crypto. Mais la crypto, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de crypto. Donc, c'est pourquoi j'aime dire que toute la jeunesse africaine, s'il vous plaît, investissez en vous. C'est-à-dire, apprenez tout ce qui est technologie de la blockchain. Lisez assez de livres là-bas. Parce que bientôt, j'étais... en train d'échanger avec un ami qui venait directement de la Malaisie. Il dit que là-bas, les mendiants ont des codes QR. Les mendiants ont des codes QR dans la rue. Mais un mendiant qui a un code QR et il faut scanner, on n'a plus le temps. Donc, voici des mendiants qui ont des codes QR et des diplômés cravatés qui sont assis. Quand il leur parle de la blockchain, le gars, il dit que non, qu'il faut laisser. Mais je vous informe ici qu'il y a des mendiants à Kuala Lumpur et un peu partout dans l'Asie, les dragons, là, Hong Kong et tout, qui ont des cours. Et bientôt, pour aider même ton propre cousin qui est au village, tu vas lui demander son wallet. S'il te plaît, envoie-moi, comment on appelle ça, et quand tu vas dans les USDT, je vais t'envoyer des USDT. Donne-moi, je te vis au moins 1000 USD. Le cousin même, s'il n'en a pas, tu le laisses. Parce que c'est pas moi, je vais créer wallet pour toi et puis t'envoyer de l'argent. Bientôt, pour aider quelqu'un, on va tout simplement dire, tu veux que je t'envoie ça par TRC20 ou ERC20 et BEP20. Et le gars, il ne comprend. Moi, je ne veux pas. J'ai mon argent, je vais te donner. C'est pas moi, je vais te montrer les termes techniques. Donc, mon ami va te faire foutre parce que moi, je n'ai pas ton temps. Donc, tu dis à quelqu'un, donne-moi, tu as Orange Money ou, bon, excuse-moi, Mobile Money ou Wari ou bien Wave ou quelque chose comme ça. Le gars, il te dit que non. Mais moi, je vais t'envoyer de l'argent. Il ne sait pas, tu peux le laisser oui ou non. Donc, tenez-vous bien que dans peu de temps, pour aider quelqu'un, même les mendiants, on va les demander wallet. Et vous allez voir ça dans les mosquées. Vous allez voir des mosquées avec des codes QR. Vous allez voir des églises avec des codes QR. Parce que c'est une obligation. Et ce qui est très important avec les inventeurs, c'est qu'ils ne négocient pas avec les beaux yeux de quelqu'un.
Les vrais changements ne viennent jamais du conseil de ministre, c'est pas à l'issue de... Non, quand on invente, on se met dans la position divine. Et on dit à Dieu de bénir l'invention. Et l'invention, quand ça sort, ça traverse tout le monde. Donc, quand les gens s'assoient pour réglementer le Bitcoin, moi, ça me fait rire. Depuis qu'un poisson peut réglementer quelque chose qui est hors de l'eau, ça me fait rire, mon ami. Quand un poisson sort de l'eau pour réglementer un combat entre deux poulets, mais ce poisson est mort. Donc, moi, je veux... Est-ce qu'on nous a consulté pour créer Facebook? On nous a consulté pour créer WhatsApp. Ce sont des génies, peut-être des envoyés spéciaux de Dieu, qui sont venus nous proposer des solutions pour que le monde continue d'avancer. Dans ça, là, c'est pas parce que tu es ministre ou DG que tu veux chercher à comprendre. Mon ami, il faut aller lire, t'imprégner et puis tu rentres. Sinon, tu ferais la risée des enfants. Et aujourd'hui, je profite de vous dire que dans cette question, il faut respecter tout le monde. Parce que chez nous, nous avons formé toutes les couches sociales. Nous avons formé des collègues de Pinet. On a formé des vendeurs ambulants qui font la vente ambulante alors qu'ils ont payé peut-être Shiba quand il était à 0,00. Moi, j'avais des vendeurs ambulants à Ouaga qui ont payé les Shiba à 30 000, 20 000, 50 dollars alors qu'ils faisaient la vente ambulante. Et du jour au lendemain, les gars, il arrête de vendre et il crée son bureau. Il a un bureau climatisé et puis les gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, vous devez respecter tout le monde. Je dis bien tout le monde. Parce que vous ne savez pas, dans son portable, là, il a payé quelle crypto-monnaie. Vous ne savez pas. Donc, on est l'ère du respect forcé. Il ne faut plus manquer de respect à quelqu'un qui tient un smartphone. Parce que tu ne sais pas ce qui est là-bas. Donc, je profite de dire à toute cette jeunesse-là que on ne négocie pas avec vous. On vous demande d'aller vite et de vous imprégner vite de cette technologie. C'est tout. Vraiment, c'est pour confirmer, il y a Djabi qui est là, qui a acheté des Shiba il y a 3-4 mois. Lorsque cette révolution ou bien cette explosion est arrivée, cette pump de Shiba, il a acheté un Ford. Il a acheté une Ford. Vous voyez, une voiture Ford. Et du jour au lendemain, il y a peut-être des gens qui travaillaient depuis plus de 10 ans pour épargner pour acheter une voiture. Mais lui, en moins de... Voilà, avec un peu d'investissement, en moins de 2 mois, il a acheté une Ford. Quoi. Donc pour confirmer, c'est juste pour confirmer ce que vous dites. Donc vraiment, coach, nous, on est très contents. Moi, je pouvais... S'il y avait coach, rester toute la journée, discuter, apprendre vraiment, mais le temps ne nous le permet pas. Donc s'il y a vraiment quelque chose que j'ai oublié, vous êtes au Sénégal, conseil que vous allez donner à vraiment tous les jeunes qui sont en train de scotcher. Ok, donc moi j'aime les dire de prendre vraiment le train en marche le plus tôt que possible. Et je suis très content également de voir que la jeunesse sénégalaise s'intéresse également à l'entrepreneuriat parce qu'il ne faut pas regarder ceux qui veulent forcer le gouvernement pour que le gouvernement les emploie parce que si dans un pays il y a 100 jeunes entrepreneurs et 1000 jeunes qui postulent à des diplômes, moi, je suis content parce que ce pays ne peut pas se développer parce que les 100 jeunes entrepreneurs, si chacun va employer 100 diplômés, vous voyez que l'équilibre est là. Donc, c'est pour dire que j'encourage encore la jeunesse là à faire plus de recherches et à ne plus devenir des entrepreneurs vraiment qui ne lisent pas beaucoup. Il faut suivre la technologie parce que la technologie et puis l'entrepreneuriat, c'est comme le cinéma. Vous voyez qu'il y a des cinéastes aussi qui ont refusé d'apprendre les caméras 3D, qui ont refusé de s'adapter aux nouveaux caméras, mais ils ont disparu parce qu'ils étaient habitués aux CD, aux cassettes, les trucs. Quand on faisait les films avant, quand on rate la scène, il faut aller payer des pellicules et tout. Mais aujourd'hui, regardez un peu comment le cinéma a avancé. Les logiciels de montage ont changé. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Ne vous fiez plus à l'entrepreneuriat. Bon, je paye la marchandise à 1 million, je revends à 1 million 200, je prends mon bénéfice de 200 000, je fais la même chose. Non, là, il faut qu'on soit vraiment dans la technologie. Il faut mixer tous ces business-là avec la technologie, surtout la technologie blockchain. Et vous allez voir que ça ne peut pas ne pas marcher. Donc, c'est à nous, la jeunesse, de travailler pour s'occuper de nos parents parce que en Amérique ou au Japon, dans les grands pays,
Les parents n'ont pas besoin d'un franc venant de leurs enfants parce que les parents, ça va. Mais nous sommes en Afrique, le seul continent où 99% des parents comptent sur la jeunesse. Ça devait être le contraire. Parce que je crois que c'est nous qui comptons sur Dieu. Est-ce que Dieu compte sur nous? Non. Mais malheureusement, c'est les parents qui comptent sur les enfants. Donc, quand vous avez des parents qui comptent sur vous, vous devez travailler 3 fois. Une fois pour les parents, une fois pour vous-même et la 3e fois pour votre famille. Donc, le jeune africain, c'est le seul jeune au monde qui devait travailler 3 fois dur. Parce qu'une fois pour les parents, une fois pour toi-même, une fois pour ta famille que tu vas fonder. Donc, pas question qu'un jeune africain s'assoie, boive du thé toute la journée, commande des fake news, faire des débats inutiles. Il faut qu'on se mette au travail tout de suite et maintenant. Et là, on va renverser la tendance. Dans 60-70 ans, c'est nos enfants qui doivent compter sur nous. C'est la norme. Mais quand un adulte revient à compter sur des enfants, c'est à cet enfant de travailler 3 fois dur. Merci beaucoup. Et Africa is the future. Merci. Merci beaucoup. J'espère que rien à ajouter. Hein. Vous avez beaucoup appris. Hein. Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de lire vos commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut aider la jeunesse africaine à apprendre, à comprendre beaucoup de choses, ce qu'il vous reste à faire, comme d'habitude, vous pouvez le partager sur vos groupes partout pour édifier la jeunesse de comprendre qu'aujourd'hui, on est obligé d'entreprendre, comme il l'a dit, coach. Donc, merci beaucoup. Ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette scène à entreprendre autrement. Merci, ciao.